Bonjour à celles et ceux qui nous écoutent, bienvenue au Maître Cube, le podcast qui parle de cubes et plus généralement du jeu de cartes Magic l'Assemblée. Je suis Lucas, votre hôte, et aujourd'hui je suis accompagné, encore, de Mathieu, amateur de bougies et accumulateur de mana artefacts. Bonjour Mathieu, comment ça va ? Eh bien ça va bien, merci de m'accueillir. Ça me fait plaisir de t'avoir à nouveau parmi nous. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode d'une série qu'on avait commencé ensemble. C'est le temps de faire le débrief du deuxième Cube Challenge. Pou, 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 pou. Le premier, il a eu pas mal de succès. On avait eu, je sais plus, 5, 6 propositions. Celui-ci a été un petit peu plus difficile. Il semblerait, je sais pas si c'est les gens qui ont été plus occupés, si c'est qu'il a moins inspiré, si c'est que c'est... Enfin, factuellement, là, il fallait faire une liste de 360 cartes. Enfin, en tout cas, c'était pas requis, c'était pas demandé, mais c'était un peu sous-entendu. Et donc, peut-être que ça a aussi découragé certaines personnes. Ou peut-être qu'il y a des personnes qui ont eu du mal à s'y mettre. Ou peut-être que d'être sérieux et de ne pas se lancer avant même le petit décalage avant de poster ses propositions pour que tout le monde ait le temps de plancher sur les siennes sans avoir l'influence des autres a peut-être aussi tempéré certaines ardeurs. C'est possible. En tout cas, je sais pas comment je ferai pour le prochain, mais j'en suis quand même assez content. En tout cas, les propositions qui ont été faites, elles étaient assez inspirées. J'ai hâte qu'on en discute ensemble. Toi Mathieu, j'ai envie de dire, encore une fois, grand absent de ce Cube Challenge numéro 2. Oui, la vie ayant repris ses droits sur le carton, c'est vrai que ça a été difficile pour moi de pouvoir me lancer dans ce challenge-ci, d'autant que j'ai gardé vraiment à l'esprit l'idée d'aller jusqu'au bout du cube précédent et de mon... c'est même pas un prototype, mais de l'idée générale que j'ai lancée pour moi-même avant et qui va me demander de l'exploration. Je suis très très lent sur ce genre d'exercice, mais l'omniscient viendra à naître un jour, c'est une certitude. Moi ce que j'aime bien c'est que peut-être que cette année on va avoir la possibilité de drafter le Cube Old School pour la première fois. C'est une quasi-certitude puisque les proxys sont arrivés. C'est incroyable. Mais après, je sais que les derniers mètres sont les plus durs. Donc, tant qu'on ne sera pas à la table en train de drafter, moi, en tout cas, je touche du bois. J'espère vraiment que ça va arriver cette année. Mais si ça suit la même inertie, en tout cas, j'espère qu'on aura l'occasion de voir un jour l'omniscient, parce que je pense que c'est une chouette idée. Mais c'est vrai que tu es un homme très pris, donc il faut voir quand est-ce que ça arrivera. J'ai la boîte, j'ai les pochettes, j'ai les cartes. J'ai maintenant bientôt les proxys entre les mains, pour que personne n'ait besoin de se poser la question de la valeur du carton qu'il a entre les mains. Et j'ai hâte de le proposer pour donner cette sensation de jeu qui est certainement un peu oubliée. Le manque de puissance des cartes, en tout cas le contraste entre des cartes qui sont littéralement dégénérées, qui sont des erreurs de design, et des cartes qui sont poussives à nos yeux modernes et qui sont des powerhouse complètes. Faut bien se rendre compte pour nos auditeurs que Serra Angel, c'est vraiment, vraiment la meilleure créature que vous puissiez avoir dans ce cube. Voilà. Dans ce cube, entre autres choses, déjà, il n'y a pas beaucoup de créatures plus grosses à part Dragon Shivan. Mahamo. Voilà. Mahamo, il est pas mal non plus. Mais c'est surtout qu'elle a la délicieuse qualité d'avoir vigilance, et dans un format où il y a stase, forcément, c'est pas mal. Voilà. Ouais, ça attaque, ça défend, ça vole. Même la carte est belle, donc il n'y a pas de... Zéro défaut. Zéro défaut. Si, le double blanc. Double blanc. Le plus gros défaut, c'est qu'il faut attendre le tour 2 pour la jouer avec ton Black Lotus, quoi. Oui, alors là, t'en demandes peut-être beaucoup. Et une petite surprise pour notre premier draft, ce sera que je vais doubler le niveau de puissance. Puisque, en plus de drafter normalement le cube, je vais faire une distribution de cartes à tout le monde. Avec un Mox de chaque couleur, un Sol Ring, un Black Lotus et une dernière carte à déterminer parce que j'ai pas envie que ce soit Ancestral Recall qui biaise beaucoup trop le draft derrière. Mais une carte qui sera utilisable dans tous les decks, ça pourrait peut-être être une Mana Vault, ça pourrait être un IC, ça peut être une carte qui a du sens dans le format, juste pour se donner un petit cadeau à tous et à toutes qui le drafteront pour se dire « Ah, j'ai encore plus
de bonnes choses entre les mains. Alors j'espère par contre que ça ne sera pas ici parce que moi j'aime beaucoup la carte, mais je pense que les gens qui auront ça à la place d'un Black Lotus, ils seront peut-être tristes. Mais et pourtant dans le format, je pense que c'est une très bonne carte. Hein, mais alors la question c'est qu'est-ce que je rajoute ? C'est parce que les 5 Mox, Lotus, Sol Ring et puis Mana Vault c'est bien. Ou Mana Crypt. Mana Crypt. Mana Crypt c'est totalement legit. Voilà. Bon ben on a les 8 c'est bon, cartes on a résolu bonus. le format. Formidable. En tout cas, j'espère que ça se concrétisera. J'ai hâte en tout cas de le drafter. Et concernant le Cube Challenge, pour en revenir à notre sujet, le suivant, je pense qu'il a vraiment moyen de te plaire. Je suis curieux de savoir quelle proposition tu pourras éventuellement faire. Mais ce qui est intéressant là avec ce deuxième, c'est que ça m'a fait me dire que déjà 3 mois, je pense que c'est bien, paradoxalement. On pourrait dire c'est un peu nul parce que la hype, elle a tendance à redescendre. Et c'est vrai, hein, là, je pense que quand j'ai relancé les gens, beaucoup n'avaient plus la tête à ça. Mais en fait, je pense aussi au fait qu'on a tous des vies très prises. Et qu'en fait, tu peux avoir un mois entier où tu n'as juste pas de temps à y consacrer du tout, pas de charge mentale. Absolument. Je pense que 4 par an déjà, c'est pas mal. Il n'y a pas besoin nécessairement d'en avoir plus. Et moi, ça me permet comme ça de ne pas avoir besoin de racler les fonds de tiroir pour avoir des idées. Et je trouve ça quand même de toute façon très chouette pour l'instant les propales qui ont été faites par les gens. Donc j'ai hâte qu'on en discute. Ça fait un exercice de meilleure qualité. Et puis juste le petit bémol, c'est effectivement peut-être de simplement pas tempérer l'enthousiasme des premières minutes si tu veux obtenir le maximum de réponses possibles. Quelque part, est-ce que l'envie de partager au plus vite et de la pétillance du premier moment est plus valorisable que le fait de travailler sur ce qui est au fond un gros travail? Un cube de 360 cartes, c'est quand même un investissement de temps, d'énergie, de concentration qui n'est pas négligeable. Et peut-être que le premier cube se prêtait mieux à un exercice de pétillance puisqu'il allait que sur 100 cartes et qu'il allait vers des espaces de design beaucoup moins classiques au final. Oui, c'est une remarque qui m'a été faite. On m'a dit aussi qu'il y avait vraiment un côté très... beaucoup plus contraignant, beaucoup plus lourd à porter sur un cube qui est quasiment 4 fois plus grand. Et que là où ce cube de 100 cartes, au final, on y arrivait très vite et que c'était facile d'avoir des cuts de ah ben c'est bon, j'ai déjà dépassé mes 100 cartes et là j'ai juste à cut 3-4 cartes et j'ai ma liste, elle est peut-être pas parfaite, mais en tout cas j'ai une proposition que je peux montrer. Là, le travail était un petit peu plus intimidant. Au final, ça se traduit par il y a moins de propositions qui ont été faites. On parle, comme tu l'as dit, faut prendre du temps, faut prendre de l'énergie. Je sais pas comment je vais amorcer les prochains en termes de contraintes à ce niveau-là. Là, j'avais pas mis de contraintes sur la taille, mais je me demande dans quelle mesure donner un conseil de votre liste n'a pas besoin de faire 360 et en fait, si vous faites un petit cube, c'est très bien aussi. Je sais pas si ça peut aider. En même temps, c'est que 360, il y a une raison pour laquelle c'est une taille un peu standard, c'est qu'elle est vachement bien, quoi. Indubitablement. Après, ça dépend certainement aussi du sujet, du challenge lui-même, parce qu'il y a des challenges qui vont porter peut-être à plus de pétillance et d'autres à plus de travail de fond. En tout cas, est-ce qu'on est parti pour ce Cube Challenge numéro 2, Mathieu ? C'est parti. Bon alors déjà, toi, donc effectivement, tu n'as pas eu de proposition, mais par contre, tu connaissais les contraintes. Les contraintes de ce Cube Challenge numéro 2 étaient les suivantes. Ça tient en une phrase, un cube sans créature. Alors, déjà, à l'oral, est-ce que c'est 100 créatures, les 100 cartes du premier cube ? Non, bien sûr que non. 100 créatures, la première chose que j'ai pensé, ou la première carte à laquelle j'ai pensé, c'est un amateur de vieux cartons, c'est Jade Statue, la créature animable qui sert à rien, puisque ça doit être une 2-6 ou une 2-5. Ça coûte 4 mana et tu peux la transformer en 3-6. 3-6, ah si, c'est beaucoup plus solide que... Ça a toujours été pour moi à la limite de ce qu'il faudrait. Dans un contexte où il y aurait des vrasses de partout, ça pourrait presque être jouable. En tout cas, tu seras content. Il y a au moins une personne dans le groupe qui non seulement l'a mise, mais qui en a fait
l'image du cube. Donc voilà. Me voilà déjà heureux. Le principe effectivement de ce challenge, c'est d'essayer de réfléchir différemment à notre Magic moderne. Aujourd'hui, Magic, c'est vraiment un format de jeu, une expérience de jeu qui est centrée autour du board, autour des créatures. Et moi, je me suis dit, le but d'un challenge comme celui-ci, c'est de pousser les designers dans leur retranchement, de leur faire explorer des territoires dans lesquels ils ne sont pas forcément allés. Et quelle meilleure idée que de leur dire, vous savez, l'élément un peu fondamental avec lequel Magic se joue d'habitude, à quoi ça ressemblerait Magic si c'était pas là? Là où ça me choque, en fait, le plus, c'est de voir ma propre réaction. Quand on me propose, tu vas faire un cube sans créature, la première chose que je pense, c'est à refuser le deal et à dire, en fait, je vais mettre des créatures sous une autre forme. Alors qu'effectivement, ce qui est certainement le plus intéressant, c'est de voir ce qui se dessine à partir du vide. Si on enlève toute une dimension de Magic, qu'est-ce qui reste? Et il n'y a pas besoin d'avoir de créatures pour avoir un Magic emballant. En fait, si tu regardes aujourd'hui ce qu'est Magic, c'est un affrontement entre deux joueurs ou deux joueuses. Cet affrontement, il va se jouer surtout sur les points de vie. C'est-à-dire que chaque personne a 20 points de vie. Le but, ça va être de les réduire à 0. Il y a d'autres manières de gagner, évidemment, meuler son adversaire intégralement ou accomplir d'autres conditions de victoire qui peuvent être directement marquées sur des cartes. Le truc, c'est que tout ça, c'est beaucoup plus marginal. La principale manière de terminer une partie de Magic, c'est d'enlever les 20 points de vie de ton adversaire ou bien de jouer J-Trog et d'attendre que la ronde se termine. Mais dans le cas où on enlève les points de vie, le principe, c'est que une des manières les plus efficaces de les enlever, ça reste quand même d'avoir des créatures sur le board. Voilà le bon vieux Grizzly Bears qui lui va attaquer et tenter de mettre ses patates dans la tronche de l'adversaire. Alors Grizzly, c'est pas la meilleure carte pour pouvoir le faire, mais Ragavan fait très bien le taf, par exemple. Mais je crois que tu dis là quelque chose de très fort. C'est-à-dire que quand tu parles de Grizzly Bears et de ce qu'était une créature à l'origine de Magic, de ce que c'est qu'une créature dans le old school cube, je crois que le power creep est passé par là et que c'est devenu tellement un passage obligé, soit parce qu'on a collé des effets d'arrivée en jeu à des créatures pour faire qu'elles soient jamais inutiles, même si elles se font remove. Oui, aujourd'hui les créatures sont devenues des spells, je suis d'accord avec toi. Ce qui, pour moi, de la part des designers de Magic, des gens qui sont chez Hasbro, est exactement le même refus que mon refus de dire je vais pas jouer sans créature, je vais jouer avec des choses animables. C'est un refus de dire voilà, j'investis des ressources sur le board qui risquent d'être perdues. Et aujourd'hui, le fait que Magic dise en permanence je n'accepte pas de perdre quoi que ce soit parce que collectivement, nous autres joueuses et joueurs, on a un problème avec la frustration. Adhergie. Tu peux même enlever joueurs et joueuses. Je pense que nous, les humains, avons un problème avec la frustration. Ou une addiction à la dopamine. Et oui, c'est probable. Et qu'aujourd'hui, en fait, de refuser de se faire enlever une créature et que ça qu'il y ait un déséquilibre entre une terreur à 2 mana et une créature dans laquelle on a investi 4, 5, 6 mana. Ange de Serra. Typiquement. D'ailleurs, moi je suis ange de Serra, j'ai peur de rien. J'ai immunité à terreur, c'est pas possible. Erreur fatale de Flavor ici. Qu'est-ce que ça ouvre de pas avoir du tout de créature dans un cube? En fait, l'idée ça va être de trouver comment push les damage ou alors comment investir les autres conditions de victoire. On a dit il n'y en a pas 25 dans le jeu. Justement, comment les investir beaucoup plus vu que maintenant il n'y a plus la pression du board. Typiquement, s'il n'y a pas de créature, une colère de dieu, elle sert absolument à rien. Donc tout ça, c'est un espace aussi en tant que cube designer qu'on va pouvoir investir avec d'autres cartes. Puisqu'il n'y a plus besoin d'avoir de terreur, il n'y a plus besoin d'avoir ces cartes-là. Techniquement, il n'y a pas de créature. Le truc, c'est que aller chercher des damages, oui, tu peux le faire avec du burn. Donc évidemment, on pense à Lightning Bolt, à Lava Spike, tout ça. Mais en fait, des cartes qui font ça, il y en a plein d'autres. Et qui le font de manière complètement indirecte. Il y a effectivement d'autres cartes qui permettent de le faire. Je pense par exemple à Assaut Sismique. Assaut Sismique, c'est une manière qui va le faire avec tes terrains. Alors là encore, on est sur une carte rouge, mais en fait, il y a plein d'autres cartes qui vont venir aller chercher des manières de coller des dégâts. Il y a évidemment
les cartes noires qui vont venir drainer de la vie. Et après, une fois qu'on a dit ça, comme je l'ai dit, il y a plein d'autres manières d'aller chercher la victoire, parce que déjà il y a des cartes où il y a marqué Win the Game, mais il y a aussi le fait que vous pouvez jouer contrôle en fait. C'est-à-dire que Meule en tant que stratégie, c'est une stratégie particulière, mais il y a aussi le fait d'épuiser les ressources de l'adversaire. Et donc vous avez aussi une stratégie qui va consister à pouvoir créer une forme d'inéluctabilité où vous n'allez pas forcément essayer de... Comment dire ? Vous n'allez pas forcément essayer de gagner la partie, vous allez juste essayer de faire en sorte que votre adversaire il la gagne pas, et au bout d'un moment il va se decker tout seul parce que il va arriver à terme. Vous allez continuer à gagner des points de vie, vous n'allez pas épuiser votre deck parce que vous avez des cartes récursives, etc. qui vont venir retourner dans votre deck. C'est aussi une manière d'aborder le problème, puisque c'est probablement un format où la vitesse n'aura rien à voir avec ce que vous connaissez. Parce qu'une créature, par essence, ça snowball. C'est-à-dire que le principe d'un permanent qui, quand il est en jeu, il fait quelque chose, il va le refaire à chaque tour, un peu comme un Planeswalker, en fait, ça accumule énormément de damage au fur et à mesure de la partie. L'idée, c'est même d'accumuler quand on revient au challenge précédent et que le cube City of Brass était dans la discussion, où l'idée du nombre d'activations des terrains dont on allait disposer donnait une limite finie à la partie. Ça donne un petit peu la même idée, puisque quand bien même, s'il n'y a pas de créature, il n'y a pas à chaque tour, j'ai une source récurrente de dommages. Et donc, c'est chaque pochette qu'on va avoir draftée va avoir un nombre intrinsèque de dommages à disposition pour nous amener à la fin de partie, si on veut utiliser les dommages en tout cas. On va regarder de plus près la première proposition qui nous a été faite, parce que c'est en quelque sorte la plus sage, mais pas dans le sens de qui n'a pas pris de risque, non, mais vraiment dans le sens de ok, c'est ça l'assignment, c'est ça la mission qui m'a été donnée, eh bien je vais m'y coller et je vais vous montrer comment on peut gagner la partie de plein de manières différentes. Et pour ça, on remercie Baptiste. Baptiste, sa proposition est la suivante. Il a pris le Vintage Cube, il a enlevé toutes les créatures et il s'est dit bon, maintenant, comment je complète ? Alors, il n'a pas exactement fait ça parce qu'il a aussi enlevé du power. C'est-à-dire qu'il a choisi d'en faire un cube unpowered pour avoir un power level un peu plus intéressant et équilibré. Et ça affaiblit aussi des archétypes comme Storm, des trucs qui pourraient partir un peu trop facilement vu qu'il n'y a pas le board. Mais vraiment, le propos de Baptiste, c'est de dire on va prendre un cube hyper emblématique. Un cube qui est connu pour avoir plein de stratégies différentes qui sont possibles, mais c'est aussi un cube extrêmement riche en combos en tout genre. Là, du coup, comment on va faire pour mettre ces synergies à profit, mais où il n'y a pas de créature. Donc là, il a vraiment tout viré. Et moi, en tout cas, je suis hyper impressionné par la diversité au final des manières d'aborder le jeu. C'est-à-dire que tu peux vraiment essayer d'aborder le gameplay par attaquer la main de l'adversaire, attaquer ses ressources, essayer de limiter au maximum ce qu'il peut faire, donc dans une musique vraiment très contrôle. Mais comme là, il n'y a pas besoin... Enfin, il y a des Planeswalkers. Les Planeswalkers sont une part hyper importante du gameplay de ce cube dès lors que vous voulez jouer une game fair, avec des guillemets. C'est-à-dire que c'est un peu vos nouvelles créatures. C'est eux, vos permanents, qui vont venir générer le plus de trucs. Il y a aussi des artefacts, des enchantements, évidemment, mais c'est eux qui vont avoir ce rôle de, à chaque tour, je fais mon truc. Et du coup, venir attaquer les ressources, à venir attaquer la main, c'est fort, notamment parce que vous allez avoir moins de choses à enlever sur le board. Comme je le disais, il n'y a pas besoin de terreur, il n'y a pas besoin de Wrath of God. Il y a vraiment une dynamique complètement différente qui s'opère. Alors vous pouvez aller chercher des damages vraiment directs. En rouge, il a vraiment mis la dose pour que tu puisses aller chercher les 20 points de dégâts directement à distance. Il y a évidemment des manières de gagner des points de vie qui viennent fausser ça. Il y a des manières d'aller chercher, de les meuler le deck de l'adversaire. Il y a évidemment, vous pouvez partir en storm. Il y a pas mal de trucs différents. Et ce qui est malin, c'est qu'il en a... Après avoir enlevé toutes les créatures, en fait, il n'en a pas refait un 540. Il en a fait un 360. Donc il s'est retrouvé avec un cube plus petit, où c'est plus facile aussi de mettre en place les synergies et de développer les trucs en question, quoi. Oui, je parcours la liste à mesure que tu me briefes sur ce cube, et effectivement, il donne envie rien que par la densité de cartes familières, celle du Vintage Cube, et je pense que c'est certainement aussi un parti pris qui fera briller
à l'usage l'énoncé du problème, le challenge lui-même, dans la mesure où le décalage fait entre le fait d'avoir des cartes qu'on a l'habitude d'avoir entre les mains et de ne pas pouvoir s'appuyer sur notre point d'appui fondamental que sont les créatures, on nous donne j'anticipe que ça nous donnera un sentiment de handicap et de lieu non familier, mais de lieu non familier en étant privé d'un membre. Et ça m'intéresse beaucoup. Il y a évidemment la magnifique combo Chanel Fireball, et rien que pour ça, ça vaut le coup de jouer ce cube. Moi, je suis hyper curieux, j'adorerais voir ce que ça donne. Parce que c'est évident que un counterspell dans ce format, c'est super fort, puisque il y a pas, à part il y a les planeswalkers, mais il n'y a pas ce côté de oups, j'ai glissé ma créature et maintenant c'est trop tard. Je pense qu'il y a vraiment moyen de mettre des dégâts à distance de manière assez effrayante. Il y a des cartes forcément qui vont être intéressantes à remettre dans le contexte, c'est-à-dire que une carte comme Meulard, quand il n'y a pas Painter, c'est un peu moins bien. Et il y a plein de trucs comme ça. C'est un peu moins bien, mais gagner à la meule dans un format sans créature, ça paraît en soi suffisant. Exactement, et donc c'est ça que j'aime beaucoup. Pareil, une combo comme Countertop devient tellement forte parce qu'en fait, l'adversaire, il a moins la capacité à dire j'ai réussi à passer une carte et je vais te tuer avec cette unique carte que j'ai laissé passer. Il a souvent besoin de chaîner des spells ensemble pour pouvoir arriver à gagner. Donc il y a vraiment des combos très très méchantes. Enfin, moi une carte comme Mesmericorp, je trouve ça terrifiant dans ce format. Je trouve ça vraiment affreux. L'adversaire il va se full tap pour faire des trucs et ensuite tu vas dire Mesmericorp go. Et puis tu regardes l'adversaire se meuler de 12. Moi je suis très curieux. Oui, effectivement. Et il y a Meul, Mathieu. Il y a Meul, et Meul me paraît très très pertinente dans ce contexte-là. Mais attention, Mesmericorp, c'est bien gentil si mon adversaire s'est full tapé pour un Planeswalker qui va lui donner un avantage sans avoir dépensé de mana et engagé de permanent pour pouvoir aller au bout de la game et quand même me faire un coup fatal. J'aurais eu beau mettre Mesmericorp, il faut que j'ai pas laissé passer le Planeswalker en amont. Bah en fait ça dépend, c'est ça que j'aime bien, c'est le contexte n'a vraiment rien à voir, j'ai l'impression, et j'adore. C'est rigolo de se dire que du coup balance, en fait maintenant ça affecte vraiment que les terrains et la main, et il n'y a rien d'autre, et du coup c'est plus une vrasse, c'est vraiment, tu vois, il y a des cartes comme ça, j'adore l'idée de me dire comment est-ce que tu fais pour essayer de break parity sur des cartes comme ça, où d'habitude la manière de le faire c'était je joue des cailloux, et voilà, alors tu peux toujours le faire sur le mana, tu me diras, mais oui, même là, pas vraiment quoi. Dans la liste là, j'ai vraiment envie d'avoir un first pick, first pack mana drain pour être très très méchant avec mon adversaire et faire un play qui me coûtera rien en empêchant le pire play de mon adversaire. Il y a Brain Freeze évidemment qui est toujours là, il y a des horreurs, mais c'est ça qui est cool, c'est que c'est le Vintage Cube. Alors c'est pareil, Chain of Smog, mais c'est hilarant parce qu'il n'y a aucune des deux créatures qui combattent avec, mais en fait, dans une stratégie d'attrition, t'as réussi à placer ton Planeswalker, bah tu peux dire on va vider notre main et du coup nique-toi, tu vois. Il y a vraiment ce côté, certaines cartes sont beaucoup moins fortes que quand il y a du board ou que quand il y a les autres pièces de combo. Je pense que c'est ça le plus flagrant, c'est les pièces de combo qui sont absentes. Mais ce que j'aime bien, c'est comment tu peux créer du gameplay émergent parce que ta carte de combo, elle n'a pas forcément zéro utilité en fait. C'est pas une carte morte dans 100% des situations. Et là, pour le coup, t'es pas dans une dynamique où tu vas juste la garder en main jusqu'à ce que tu pioches la deuxième partie, puisque de toute façon, elle n'existe pas. Donc là, tu peux la recontextualiser et te dire comment est-ce que je m'en sers, presque comme une carte fer. Ça me donne un sentiment, l'image qui me venait là en t'écoutant, c'est aussi avec ces combos à deux cartes où il en manque la moitié. On a claqué des doigts, il y a Thanos qui a claqué des doigts et qui a fait disparaître 50% de Magic. C'est vraiment bien résumé. En tout cas, je trouve l'exercice plutôt bien exécuté, donc bravo Baptiste. Et moi je suis assez curieux. Oui, mais il me donne d'emblée envie de le jouer. Je trouve aussi très très chouette d'avoir des cartes comme Power Balance qui vient répondre au counter balance justement. Et je crois que j'ai pas eu le temps de voir chaque carte de la liste, mais j'ai l'impression que Baptiste a aussi
éviter qu'il y ait des Planeswalkers qui tiennent rôle de créature. C'est pas Ajani le Planeswalker blanc qui systématiquement... Gideon, voilà. Il n'y a pas de Gideon qui vient... Il n'a pas autorisé à straffer la contrainte qui dit les créatures n'existent pas dans ce monde-là. Il n'y a pas de token, il n'y a pas de cartes qui deviennent des créatures. Il y a, pour le coup, il a joué le jeu by the book. J'adore cette option complètement d'acceptation totale et très perturbante de dire voilà, les créatures n'existent plus dans cet univers-là. Est-ce que maintenant qu'on a regardé le bon élève, est-ce qu'on regarderait le mauvais élève ? Oh, je te sens critique d'un coup. Il n'y a pas de mauvaises idées, il n'y a pas de bonnes idées, il n'y a que des bonnes réalisations ou pas. Ah, je suis d'accord avec ça, mais je sais de qui je parle puisque je parle de moi. Ah bah écoute, on va regarder ta copie. Donc mon cube, il a une autre tête d'affiche. Voilà, statue de Jade. Je savais que ça te ferait plaisir. Indubitablement. Et le nom s'appelle « Ne jugez pas un livre par sa couverture ». Voilà, l'habit ne fait pas le moine. En l'occurrence, ce cube n'a techniquement aucune créature dans la liste. Et pourtant, il en est rempli. Le principe... Alors, j'ai pas voulu justement tricher en disant je vais mettre plein de cartes qui mettent des tokens. Il n'y a pas dans ce cube de cartes qui vont mettre en jeu une véritable créature. Par contre, tout le principe de ce cube, c'est de transformer les permanents que vous avez dans votre deck ou qui sont sur le champ de bataille en créatures. Et il y a plein de manières de le faire. Il y a évidemment des Gideons qui peuvent devenir eux-mêmes des créatures, des artefacts qui peuvent se transformer en créatures. Vous avez des Manlands, vous avez évidemment les mécaniques comme Earthband qui vont venir animer des terrains. Il y a plein de manières de créer du board. Le truc, c'est que dans ce cube, c'est très compliqué en réalité de maintenir du board parce qu'il y a beaucoup de cartes qui deviennent des créatures, mais temporairement. Un véhicule, par exemple, dans ce cube, à piloter, c'est l'enfer parce qu'il va falloir que vous animiez autre chose pour ensuite piloter ce véhicule. Mais si j'anime ma Forbidding Watchtower, ça me fait déjà plaisir de voir cette petite carte que j'ai pas vue dans un jouer effectivement depuis non pas des années mais des décennies. Alors c'est possible que tous les Manlands ne se valent pas, hein, je vais pas vous mentir, mais par contre ce qui est super intéressant c'est quand j'ai commencé à réfléchir autour de quels sont... En fait, ça a vraiment été un design émergent. Est-ce que tu peux éclaircir la notion de design émergent, pardon ? Alors, par design émergent, ce que j'entends, c'est le fait d'avoir une création qui, petit à petit, alors qu'elle est en train de se créer, va faire émerger, va faire apparaître des synergies, des combinaisons, des opportunités qui n'avaient pas forcément été anticipées au début. Le principe, c'était vraiment de me dire, vu que le contexte de comment est-ce qu'une créature, elle devient une créature, change énormément, il y a des cartes qui deviennent excellentissimes juste parce que elles vont avoir la possibilité de venir capitaliser sur soit l'absence de board, soit sur le fait qu'il y ait du board temporairement. Énormément de cartes deviennent créatures, par exemple en activant une capacité. Ce que ça veut dire, c'est qu'une carte comme Turbine Tran, elle devient hyper forte parce qu'elle va vous permettre de générer beaucoup de mana pour pas cher pour justement transformer vos terrains, vos artefacts en créatures. Une carte comme Pince Crâne, c'est hilarant parce que vous avez beaucoup de difficultés à avoir des créatures. Donc on pourrait dire c'est pas très bien, mais ce que ça vient dire maintenant, c'est que quand votre adversaire il va venir trade votre bête avec sa propre bête, il va venir animer son caillou pour trade votre caillou, en fait maintenant vous allez piocher des cartes. Et il y a plein de petits trucs comme ça. Un équipement, ça a une valeur complètement différente quand vous devrez rééquiper à chaque tour. Et ça devient prohibitif. Et donc je pense que c'est un format qui est extrêmement lent, ce qui veut dire que vous avez le temps de vous installer, vous avez le temps de jouer vos cailloux, vous avez le temps de rampe, et du coup le mana il a une place particulière. De la même manière, quand j'ai commencé à mettre certaines cartes comme par exemple Opalescence, qui justement permet d'animer vos enchantements, mais là je me suis dit attends, mais je pourrais aussi avoir un archétype complètement enchantement dans ce cube. Et donc là j'ai commencé à mettre Enduring Ideal par exemple, Overwhelming Splendor, des cartes comme ça. Je pense que parmi mes cartes préférées, il y a Forme du Dragon, parce que je me suis dit qu'est-ce qui est plus drôle que vous, en tant que joueur, devenir une créature ? Voilà, concrètement, parmi toutes les choses qu'on peut transformer en créature, est-ce qu'il n'y a pas mieux ? J'ai pas mis Forme de l'écureuil. Ça m'avait l'air un petit peu trop faible.
Mais Alors, j'ai vraiment hésité. ça aurait pu être la carte de ta signature, parce que effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas encore notre hôte, il y a un petit, non pas un running gag, mais un amour de l'écureuil qui ne se dément pas de partie en partie et de jour en jour. C'est le meilleur animal du monde, je sais pas ce qu'il vous faut, c'est tout. C'est pas débattable. En tout cas, j'ai l'impression que je pourrais le mettre, clairement. Forme de l'écureuil, je pourrais le mettre juste pour le lol, juste pour la blague. Mais ce serait vraiment assumé que la carte, elle serait pas jouée parce que la carte est archi mauvaise. Par contre, ce qui est génial, c'est que j'ai découvert des cartes. Mais des cartes inconnues. Par exemple, j'ai eu le plaisir de redécouvrir l'intégralité du bloc Urza. Est-ce que vous saviez que Urza Saga, voilà, c'était une extension centrée sur les enchantements? Toi, tu le sais peut-être. Non, je jouais pas à cette époque-là. Étrangement, Ah, c'était c'est dans terrible. une césure. Eh bien, sachez que Urza Saga, l'extension qui est connue, d'accord, pour être Les une des artefacts. extensions les plus broken du jeu, avec des cartes autour des artefacts les plus broken qui existent, d'accord, vraiment ce bloc sur les artefacts, eh bien, c'était un bloc centré autour des enchantements. Gibbon caché et autres petites choses comme ça. Exactement. Et donc du coup, j'ai découvert tous ces cycles d'enchantement qui deviennent des créatures quand l'adversaire il fait quelque chose, quand il se passe quelque chose, etc. Et ces cartes, elles sont incroyables dans ce cube parce qu'elles restent créatures. C'est des rares cartes qui deviennent créatures de manière permanente. Et dans ce cube, c'est extrêmement précieux. Toute la logique de removal, elle changeait du tout au tout. C'est-à-dire qu'il fallait des cartes qui puissent détruire les créatures. Mais je me suis dit, est-ce que je vais mettre des terreurs? Bah non. Je vais mettre des trucs qui détruisent les artefacts, les enchantements, les terrains. Voilà. Mais justement, l'idée c'était de dire, est-ce que c'est pas plus rigolo de jouer sur d'autres manières d'aller gérer les cartes de l'adversaire que les anti-bêtes classiques? Oui, oui. Alors oui, je suis obligé de fouiller ta liste parce que dans le moment où je suis revenu de ma césure, on parle de un petit peu après Miraudin, Sombracier, etc. Je suis revenu dans le compétitif à une époque où je jouais mono vert, Rude Awakening, armure de bois blanc, Birds of Paradise avec des armures de bois blanc, ce genre de choses. Et Rude Awakening est une carte qui, ma foi, m'aurait beaucoup déçu de ne pas être présente. Alors là, Non mais pour le coup, évidemment, c'est- c'était voilà. une des premières que j'ai mises. Et d'ailleurs, c'est rigolo avec Biorhythme. Voilà. Parce que pourquoi pas? Oui, puis après tout, la carte est à la mode puisqu'elle a été débannie En commandeur. Et en voilà. commandeur multi. J'espère que vous avez acheté votre copie de Biorhythme afin de monter ce cube. Bon, il va peut-être vous manquer 200-300 autres cartes, voilà, qui sont inconnues au bataillon, mais Oui, de toute façon, je pense que Biorhythme, sur ces versions qui sont pas pimp, reste très très accessible. Hein. quoi, tu veux dire que c'est pas un staple de moderne? D'accord. Super. Je crois que c'est pas un staple de quoi que ce soit. Je pense que même en bloc carnage, c'était pas forcément une très bonne idée. J'adore le fait qu'il y ait pas mal de moyens d'animer des terrains et que par exemple, vous avez le cycle des Restless, c'est des terrains qui, en fait, donc c'est des manlands, des terrains qui s'animent en créatures, ils sont bicolores, c'est le nouveau cycle en fait, il y avait celui de Zendikar et ensuite ils en ont fait un autre. Et ce que j'adore avec ce cycle, c'est qu'ils ont une capacité quand ils attaquent, mais en fait, vous n'avez pas besoin de les transformer en créatures pour qu'ils disposent de cette capacité. Ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez les animer par d'autres moyens et ils disposent quand même de ces capacités-là. Il y a plein de choses malines comme ça. Et je trouve ça trop cool. Voilà. Donc je me suis vraiment beaucoup amusé à faire cet exercice. J'ai clairement pas respecté l'esprit de la consigne. Mais par contre, ce qui était chouette, c'est que j'ai essayé de me poser la question de qu'est-ce que ça fait d'avoir des permanents qui se transforment en créatures et comment est-ce que je m'en sers. C'est pour ça que je voulais pas mélanger avec des tokens. Je voulais vraiment essayer de dire non, le board, la très vaste majorité du board, il va être temporaire. Et s'il y a des cartes qui rendent le board permanent, c'est vraiment des cartes qui elles-mêmes, si elles sont détruites, bah ça reviendra à la normale. Opalescence, c'est un exemple, mais il y en a d'autres. J'adore les auras qui viennent sur les terrains, les Genju par exemple, tous ces trucs-là. Je trouve ça super cool. J'adore le fait que les Planeswalkers qui se transforment en créatures deviennent extrêmement forts, mais en même temps, le truc c'est que t'as pas de bloqueur pour les protéger. Donc du coup, ils sont faciles à aller chercher, mais ils sont coûteux à aller chercher, puisque toi-même, c'est difficile pour toi d'avoir des créatures qui restent sur le board. Il y a plein de petites choses un peu malines comme ça, et j'ai trouvé ça vachement cool. Par essence, tu disais que la partie allait être plus longue, parce qu'il n'y a pas cet accélérateur que sont les créatures qui créent du dommage récurrent. Ça fait qu'aussi, les Planeswalkers, on peut s'attendre à ce qu'ils restent plus longtemps sur le board, que leur ultimate soit plus pertinent, alors qu'on ne le jouera jamais dans d'autres situations. Mais aussi peut-être qu'on se sente
j'ai pas encore eu dans les mains le cube, mais peut-être qu'on se sente peut-être un peu impuissant face à un Planeswalker adverse. Ça, je sais pas. L'avantage, c'est que t'as probablement déjà des créatures avec des guillemets sur le board et il suffit juste de les activer pour pouvoir aller les chercher. Je pense que ma panoplie de gestion, elle est pas du tout encore parfaite. Par contre, une des choses que j'ai adoré, c'est de me rendre compte que Negate, en fait, c'était Counterspell dans ce cube. Et ça fait partie des choses hyper agréables, hyper fun. Et donc, je me suis amusé à justement mettre des effets Negate qui, en fait, disent concrètement Counter Target Spell, puisqu'il n'y a pas de spell créature dans ce cube. Des effets qui permettent de détruire des terrains deviennent extrêmement forts, puisque en général, ça va certes être des sources de mana colorées, mais ça va potentiellement être aussi des créatures adverses en devenir. Il y a plein de choses comme ça que j'ai trouvé amusantes à essayer. Et voilà. Alors là encore, je m'attache sur des cartes spécifiques que je découvre en compulsant ta liste. Mais moi, ça me fait plaisir de voir une carte qui n'a jamais eu de chance de briller, comme Siège des Tours, Siege of Towers, qui transforme une montagne en 3-1 pour 2 mana. C'est déjà fort dans le contexte dans lequel on est, en fait, mais le fait que ça ait replicate pour 2 mana, un rouge, un incolore, ça devient assez difficile à encaisser. J'ai 6 mana, je fais 3-1, mon adversaire a des chances de faire la tête, je pense. Et en même temps, le truc, c'est que s'il me les tue, je perds mes terrains, mais voilà. Bref, c'est... Je repiocherai pendant qu'il gérera mes bêtes. Mais il y a aussi Earthbending, voilà, il y a plein de choses qui se combinent, qui font des choses assez chouettes, notamment dans les sets récents. Notamment dans les sets récents, il y a vraiment des choses très 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 chouettes, très très fortes. Je me suis un peu inquiété à un moment de me dire est-ce que les sets récents vont pas juste complètement écraser le reste? Mais je suis pas sûr. Earthbend a l'air très fort. C'est peut-être le seul truc. Le truc, c'est que la plupart des excellentes cartes Earthbend, est-ce que tu veux savoir ce que c'est? Je t'écoute, parce que là, je suis suspendu à tes lèvres. La plupart des bonnes cartes Earthbend, c'est des créatures. Ah bah oui, fatalement. Donc, elles sont pas présentes ici. Et exactement, parce que, vous en doutez, les maîtres de la Terre, c'est des humains. Donc, si je peux pas mettre de créatures, Bébé taupe. Et voilà, bébé taupe, typiquement, il n'est pas là parce que c'est une créature. Donc ça limite fortement le power level de la mécanique et c'est pas plus mal. Ah oui. Et peut-être que nous sommes en présence d'un cube où statue de jade, c'est pas si mal. Mais statue de jade, rien que le fait qu'elle ait 6 endurance, fait que c'est on a cette petite image de quand il y a une araignée géante sur table. On ne s'amuse plus. Voilà. Statue de jade, c'est un peu la même quand même. Et puis en plus, des mandalas 3, c'est pas des mandalas 2, c'est pas la même cloque. Ouais, c'est un beau bloqueur. Si t'as 3 mana untap, l'adversaire il a pas très envie d'attaquer dans ta 3-6. C'est 2 mana. Je crois que c'est 2 mana Jet Statue si je me gourre pas. C'est 2 mana. C'est 2 mana, voilà. Rien du tout quand on parle des choses à animer. Bah oui, je suis d'accord. Je me suis vraiment amusé à aller chercher des vieilles cartes. Ah oui, mais ça fait peur quand tu me montres Null Brooch, donc broche de cassation, je pense, qui consiste à défausser une carte de sa main pour contrer un sort non créature, donc contrer un sort, en payant 2 mana et en engageant l'artefact. C'est un sceptre isochronique où tu as déjà collé un counterspell dessus, quoi. C'est pas mal, hein? Oui, sans avoir à dépenser le counterspell en plus, c'est plutôt solide. Après, je vais mettre dans un tour où je vais dépenser l'entièreté de 4 mana pour pas pouvoir animer mes créatures, pour pas pouvoir payer mes effets. Je suis bien après, mais ça va laisser une fenêtre à mon adversaire pour me faire des choses vilaines. En tout cas, ça n'a absolument rien à voir avec l'environnement qu'a créé Baptiste. Là, on est vraiment sur un environnement où le board est extrêmement important. Je pense que c'est très difficile de gagner sans passer par le board. Il y a des moyens évidemment de le faire, mais c'est pas évident. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ce board, va falloir vraiment travailler pour l'obtenir. Les créatures évasives sont importantes parce que ça veut dire que l'adversaire... certes, l'adversaire, il n'aura pas toujours des bloqueurs, mais par contre, à partir du moment où vous avez une bête évasive, ce qui est intéressant, c'est que l'adversaire, comme il va pouvoir beaucoup plus difficilement bloquer, vous allez peut-être avoir l'impression de jouer avec Bedlam en jeu. C'est-à-dire que votre adversaire, du coup, il a plus envie de garder des ressources pour essayer de bloquer, donc il va aller all-in pour vous bourrer, et du coup, peut-être que vous aussi. Et là, du coup, on commence à aller dans un jeu où on fait la race, alors qu'en fait, on est obligé de payer 3 mana pour mettre 2 dégâts, quoi. Je vois aussi que tu as toute la suite des enchantements de contrôle ou d'endiguement
qui rendent le coût de l'attaque encore plus effrayant. Et effectivement, quand ton adversaire commence à te dire non seulement tu vas payer 2 pour animer ta Jade Statue, et en plus tu vas devoir payer 2 pour la propagande, enfin la sphère de sécurité. Oui, alors probablement plus de 2 pour la Sphere of Safety. Hein. Ou carrément un Starfield of Nyx ou un Solitary Confinement, je vais effectivement avoir beaucoup de mal à passer ces contre-mesures-là. J'espère que ton nombre d'anti-enchantes est à la hauteur de la puissance de tes enchantements. Hein. J'en ai pas la moindre idée puisqu'il n'a toujours pas été testé. Si ça se trouve, l'archétype prison est beaucoup trop fort, mais c'était une de mes volontés de dire, en fait, on peut essayer d'avoir une stratégie plutôt agressive ou bien avoir une stratégie plus contrôle. Et une des manières effectivement de jouer contrôle, c'est de dire si tu veux m'attaquer, tu vas en chier. Ouais, très clairement, des petites cartes là encore qui me font de l'œil. Mitraillé. Lightning Coils aussi, je crois que j'ai vu. Oh non, oh là là, oh non. Oh, elle a pas du tout le même contexte que je confondais avec autre chose, pardon, je confondais avec Spawning Pit. Mais voilà, là, c'est des jetons qui font très peur aussi. De pouvoir avoir des 3-1 haste qui vont pouvoir venir compenser la perte de tes créatures. Ça risque d'être douloureux pour ton adversaire. Je suis très curieux de voir la façon dont l'équilibre, justement, entre les archétypes, ou le déséquilibre entre les archétypes va se manifester. Et pour le petit mot de la fin sur cette proposition-là, à un moment, je me suis beaucoup posé la question de... Mais en fait, dans ce format où je mets pas de removal qui détruit les créatures, c'est-à-dire que je vais mettre un truc qui dit détruisez l'artefact ciblé, détruisez l'enchantement ciblé, mais j'avais pas mis de carte qui détruisait les créatures, techniquement. En fait, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, dans un format où rien ne peut les toucher, et dans un format où pour avoir la moindre créature, il faut payer du mana, mais en fait, une 1-1 pour 1, c'est vraiment très fort. Surtout qu'il y a des effets d'équipement, il y a des trucs pour les voltronner un petit peu. Et je me suis dit, à un moment, est-ce que je ferais pas ça ? Est-ce que je mettrais pas, dans chaque couleur, une 1-1 ? Et donc, j'avais fait une version où il y avait le Londin du Trident de Perle, il y avait le jeune novice, là... Cadet impatient. Voilà, cadet impatient, etc. Et j'en avais mis une comme ça, dans chaque couleur. Au final, ça me donnait les contraintes de design parce que pour que ça marche, il fallait vraiment que je m'interdise la moindre carte qui pouvait accidentellement toucher une créature. Et le fait que ça ne respecte en plus pas la contrainte de départ et que c'était m'éloigner toujours un petit peu plus loin de la règle, finalement, je les ai enlevés de la liste. Mais je pense vraiment que dans un cube où il n'y aurait pas de contraintes un petit peu strictes et où c'est juste un point de départ et une idée, je pense que l'idée d'avoir des créatures qui sont intouchables mais sont extrêmement faibles si tu leur mets pas des équipements, des choses comme ça, je pense que c'est super rigolo. Ouais, c'est pour un autre Cube Challenge, touche pas à mon pote, où on n'aura absolument pas de removal à créature. Donc dans l'idée d'un cube touche pas à mon pote, ça ouvre un autre espace de design où maintenant ce n'est plus le fait de s'appuyer sur ces créatures qui viennent apporter des dommages récurrents qui se dérobent sous nos pieds, c'est le fait de pouvoir les gérer. Et donc il va falloir forcément passer par du trade, du blocage, et donc de l'action de board qui sera plus pertinente. Et à ce moment-là, moi j'ai très très peur des créatures qui font des sorts en même temps. C'est déjà bien suffisant d'être une source récurrente de dommages. La troisième proposition qui nous a été faite pour ce Cube Challenge, c'est la proposition de David. Et le cube de David, il s'appelle Bolts and Bolts. Un nom subtil et doux, foudre et foudre. Concrètement, c'est quoi son idée ? On va prendre un cube et on va mettre 100 fois la carte foudre dedans. C'est un espèce de petit tweak avec le cube sans ornithoptère. Moi je suis admiratif. Enfin, quelqu'un qui met autant de foudre dans un cube, c'est forcément quelqu'un de bien. Déjà, premièrement. Et puis, en vrai, je pense que l'idée elle est super maligne. Je te rejoins. D'abord avec le throwback de Undead Ornithopter. Ça vient parler sur un autre plan du jeu, parce qu'en plus le cube sans ornithoptère, il nous apporte une contrainte qui est de tuer quasiment forcément avec une créature
et que cette créature ce soit nécessairement un ornithoptère. Et le principe d'ornithoptère, c'est que comme c'est une 0 de vol pour 0, bon, j'imagine que vous connaissez ornithoptère, mais pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est une 0 de vol pour 0 mana, artefact. Du coup, le principe, c'est que c'est des créatures qui font rien. Donc, tout le but du cube, c'est de trouver comment les utiliser. Bon, foudre, c'est pas une carte qui fait rien. Voilà. Non, c'est pas une carte qui fait rien. Ça reste quasiment une. Elle est tellement en haut de la courbe de l'estran, de la marée, du niveau de puissance que tu peux tolérer pour une carte que. Et du coup, l'idée là, c'est de dire s'il y a 100 foudres dans le format, bah forcément, le format il risque d'être hyper agressif. Mais en même temps, on parle d'un format où il n'y a pas de créature, je rappelle. Or, pour ceux qui connaissent pas, il y a un archétype qui s'appelle Red Deck Winds. Alors je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, Red Deck Winds, c'est un archétype qui a été joué dans énormément de formats différents, et son principe, c'est des decks mono-rouges, extrêmement agressifs, low to the ground, comme on dit, où tu vas jouer une curve extrêmement basse, et où le principe, c'est des petites créatures pas chères, si possible avec la célérité très agressive, des blasts pour aller dans la gueule, et donc le gameplay de base de cet archétype-là, vraiment, si vous voulez des heuristiques extrêmement simples, c'est vous jouez d'abord vos créatures. Le but des blasts, c'est pas de mettre les premiers pions, c'est de mettre les derniers, puisque plus la partie va avancer, plus vos créatures, elles vont avoir du mal à mettre des dégâts, et en plus vos créatures, elles ont la capacité de mettre leurs dégâts plusieurs fois. C'est-à-dire qu'une 2-2 pour 1, genre un petit guide gobelin, bah, si vous le jouez au premier tour, peut-être qu'il va taper au premier, deuxième, peut-être même troisième tour, il aura mis 6 dégâts. Si vous le jouez au quatrième tour et qu'il y a déjà un bloqueur, il aura mis 0. Et là, je parle vraiment du cas où il se fait bloquer, mais même s'il n'y a pas de bloqueur, bah, peut-être qu'il mettra ses dégâts une fois et qu'après vous mourrez. Donc, il y a vraiment cette tension entre créature et spell quand vous jouez Red Deck Winds. Et là, il n'y a pas de créature du tout. Donc, ça devient complètement différent les calculs pour tuer ton adversaire. Quand, certes, il faut 7 cartes, mais est-ce qu'il en faut vraiment que 7 dans ce format ? D'autant qu'en compulsant la liste, j'ai vu 2-3 cartes qui gagnent des points de vie, voire même massivement des points de vie. Je te regarde, Uranorb. Et dans ce cas-là, effectivement, ça fausse fortement les calculs. Heureusement, il y en a quand même 2-3 qui perdent des points de vie aussi pour générer du CA. En fait, ce que j'adore, c'est... Déjà, il y a une chose qui m'a fait énormément rire, c'est le fait qu'il n'y ait quasiment aucune carte rouge en dehors de Bolt. Oui, il n'y en a que quelques-unes et beaucoup de landes qui vont soutenir le rouge pour que ce soit systématiquement un splash. Et exactement. Et donc l'idée c'est, en fait vous n'allez pas jouer un deck rouge, vous allez jouer un deck qui n'est pas rouge et qui va casse des bolts en plus de son gameplay principal, et moi ça j'adore. On pourrait quasiment avoir raté la carte en donnant un mana générique Bolt et puis voilà. Ouais, c'est quasiment ça. Mais là j'aime bien le fait que du coup ça force aussi les gens à respecter, drafter leurs légumes. Voilà, c'est plus intéressant, d'autant qu'il y a une Blood Moon qui traîne. Oui. Voilà. Il y a pas mal de cartes qui m'ont fait sourire. Il y a pas mal de cartes qui m'ont fait tiquer. Par exemple, il y a des cartes qui font des gains de points de vie absolument massifs. Je pense par exemple à Wither the Storm, qui est la carte Storm qui fait gagner 3 points de vie. Vraiment, pour 2 mana, gagner 9 ou 12, bon, c'est possible, je ne sais pas. C'est possible qu'il y ait des choses déséquilibrées. Je dirais même c'est probable. Mais en fait, on s'en fout. Ce qui compte, c'est la proposition, c'est le concept, c'est l'idée. Et évidemment que si c'est un cube qui était amené à être joué, il y aurait des cartes qui seraient retirées ou ajoutées. Par exemple, là, il y a quelques cartes rouges et il y a des synergies avec le fait de copier. Je suis un petit peu triste qu'il n'y ait pas Ascension du Pyromancien, je vais pas te mentir. Ça m'aurait fait plaisir. Peut-être que là, ça a été un cut qui a été fait en fonction du niveau de puissance de la carte. Je pense que là, c'était peut-être un petit peu facile de profiter. En même temps, tu as des cartes qui disent on va échanger nos points de vie. Tu as des cartes qui disent je vais gagner des points de vie à chaque tour. Alors, je suis pas sûr que... je ne crois pas avoir vu Tour d'Ivoire, mais je suis un petit peu triste parce que vraiment, ça aurait été un peu rigolo. Non, ça aurait pas été rigolo. Je pense que là, on toucherait à quelque chose de la malsénitude de la carte telle qu'elle avait été vécue dans les temps anciens. Gagner 3 points de vie par tour dans les temps anciens où j'ai découvert le jeu,
C'était particulièrement sale. Mais c'est ça qui est bien, c'est que du coup là, il a, contrairement au cube à la proposition de cube de Baptiste, où là l'idée c'est tu peux aborder ta partie par des angles différents. Là, tu as des gameplays différents, c'est-à-dire des stratégies différentes. Par contre, là, c'est assumer les points de vie, c'est la seule chose qui compte. Et il y a un grand nombre de cartes qui vont en enlever 3. La question, c'est comment est-ce que tu vas les leverage, c'est-à-dire est-ce que tu vas les copier, est-ce que tu vas faire en sorte que les dégâts ils soient persistants d'une manière ou d'une autre, est-ce que tu vas essayer de storm un petit peu et de jouer tout dans le même tour pour prendre l'adversaire par surprise. Il y a du contrôle de pile, j'adore le fait qu'il y a des cartes inconnues, par exemple, il y a le contre à 1 mana qui contrecarre un spell qui te cible, qui cible un joueur. Ça, je trouve ça trop bien. Il y a vraiment des cartes que tu vois jamais dans aucun autre endroit. Et ça, j'adore, parce que pour moi, un des grands plaisirs quand je cube, c'est justement de découvrir des cartes que j'ai jamais vues de ma vie. Je la lis, je la regarde, je dis mais qu'est-ce que ça fait, et là je me dis mais en fait dans ce contexte-là, ça a l'air vachement bien quoi. Absolument. Après, il y a évidemment, premier regret de ne pas avoir un petit Sceptrizo chronique, parce que quitte à lancer des foudres, autant, j'aimerais bien pouvoir lancer la même plusieurs fois. Mais ça, c'est un autre problème. Moi, ce qui m'interroge aussi dans ce cube, c'est la façon dont la stratégie, je vais de toute façon prendre tous les bolts qu'on me passe. Tant qu'on me passe un bolt dans le booster, je prends le bolt. J'ai l'impression que cette stratégie, ça me servirait de référence. Si ma stratégie, elle peut pas faire au moins mieux que ça, au final, j'ai peut-être intérêt à juste prendre Bolt. Mais moi justement, c'était une question que je m'étais posée, et plus je regarde la liste, plus je me rends compte à quel point c'est facile de contrer la stratégie une bolt au tour 1, 2 bolts au tour 2, 3 bolts au tour 3. En fait, il y a des manières tellement efficaces de gagner des points de vie que si c'est ça ton seul angle d'attaque, au bout d'un moment, tu n'auras plus de cartes en main. Et comme il y a des cartes qui donnent des points de vie de manière répétitive, en fait, j'ai l'impression, et peut-être que je me trompe, il faudrait que je joue avec le cube pour m'en rendre compte, mais j'ai vraiment ce sentiment que si tu joues à ça, tu vas perdre. Notamment parce qu'en fait, si tu joues au jeu de mon but c'est juste de faire bolt dans la gueule, bolt dans la gueule, bolt dans la gueule. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que certes, ton adversaire il va peut-être devoir trade les cartes 1 pour 1 contre tes bolts. C'est-à-dire, je joue une bolt et toi en échange tu contrecarres le sort, ou tu protèges le 3. Ou tu gagnes 3. Exactement. En fait, toi, en tant que joueur qui te défend dans le match-up, je te rappelle que tu pars avec 6 spells d'avance. 7 presque. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que tes points de vie, c'est déjà des spells qui contrecarrent les prochaines bolts. Imagine que tu es à 1 point de vie. Parce qu'en fait, c'est ça. Le but, c'est qu'il faut enlever le dernier point de vie de l'adversaire. Mais toi, tu démarres. Si on considère que tout le monde a 1 point de vie et qu'il faut enlever le dernier point de vie pour gagner, bah en fait, c'est comme si tu commençais la partie avec 6 cartes, 6 emblèmes qui dit contrecarre la prochaine bolt. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, si tu le formules comme ça, t'as pas besoin derrière toi de contrecarrer beaucoup de bolts pour que le plan de jeu de ton adversaire soit complètement anéanti. C'est pour ça que j'ai l'impression que là où l'idée elle est maligne, c'est que tu vas être, à mon sens, obligé de trouver un moyen de soulever de la fonte, c'est-à-dire de copier tes bolts, d'empêcher l'adversaire de se soigner, etc., d'interagir au tour clutch où l'adversaire pense, échanger tes points de vie, etc. Oui, il y a 2-3 cartes qui ont l'air particulièrement solides pour renverser les choses, effectivement. Exactement. Et il y a des moyens d'attaquer la main en noir, il y a des manières de rampe pour arriver très rapidement à des spells qui vont te faire gagner la partie s'il reste. Enfin, c'est évident que la liste, il faudrait la tuner et que là, actuellement, elle n'est pas équilibrée. Par contre, moi, ce que j'aime, c'est que si tu regardes la proposition en l'état, c'est évident que tu ne peux pas te contenter de juste dire « je vais go face comme un teubé ». Je pense que ça ne gagne pas. C'est justement ce qui m'intéresse. C'est pour ça que je pense qu'une des expériences que je voudrais vivre en prenant ce cube et en draftant ce cube, ce serait de voir jusqu'à quel point je peux récupérer des bolts. Parce que, oui, c'est que 3 bolts au tour 3, mais je vais continuer à en piocher. Donc, effectivement, si mon adversaire continue à gagner plus vite des points de vie que je ne lui en mets, c'est ce différentiel de 20 points qui est nécessaire à faire. En fait, là où j'ai du mal à me projeter, mais ce serait intéressant de voir à quoi ressemblent les games, c'est qu'à partir du moment où les seules cartes actives que tu as dans ton deck, c'est pour un mana, je te mets 3 dégâts, en fait, très rapidement, tes landes sont
purement et simplement des cartes mortes de manière encore plus explicite que par exemple dans un vrai deck Red Deck Win où on le sait qu'en général le 4ème land il est très mauvais. Parfois même tu préfères rester à 2 en fonction de ta sortie. 3 en général c'est vraiment l'idéal. Et là en fait ça va venir insister encore plus sur ce truc là, le mettre encore plus en valeur. Et alors qu'à l'inverse, si toi tu as des spells à 4 ou 5 mana qui vont globalement te faire gagner la partie en fait, c'est-à-dire que si tu commences à poser un Planeswalker à 6 qui dit je gagne 3 points de vie par tour, c'est fini. En fait, c'est fini. Si ta stratégie c'est je suis hellbent, il faut que je pioche des bolts. Et c'est pour ça que je serais très surpris que la stratégie tout droit dans la gueule soit la meilleure. Moi, actuellement, je pense que dans l'équilibre du cube, ça manque un tout petit peu de cartes, justement comme Ascension du Pyromancien, qui permettrait de venir donner de l'explosivité pour passer par-dessus le heal. Et donc là, j'aurais plus peur que les stratégies contrôle soient un peu trop fortes. Par contre, le concept, j'adore. Oui. Puis une petite Black Vice, des petites choses qui viennent donner du dommage récurrent quand même. Il n'y a pas que Bolt. Et pourtant, ce qui m'intéressera de voir en regardant attentivement chaque carte sous forme de booster, c'est de voir, tiens, lesquels vont donner plus de poids à mes bolts. Complètement, c'est ça. C'est les synergies avec tes bolts en fait. Ce qui est un peu rigolo. Comme dans Ornithoptère. Hein. Oui, c'est ça. Alors la différence, c'est que là, il n'a pas, j'ai l'impression, eu la dynamique de les seules choses qui peuvent faire des dégâts sont les bolts. Et donc, il faut que ce soit toujours bolt de manière directe. Mais je pense que c'est pas nécessaire. Je pense que les bolts, elles sont là pour donner un cadre. C'est-à-dire, tu sais que tu as une source facilement accessible de dégâts dans le draft et que comme ce sont des éphémères, ça va synergiser avec tout ce qui synergise avec les éphémères, les rituels, avec le fait de lancer des spells, etc., avec les spells à un mana, bref. Je pense qu'il y a plein de manières de s'en servir et je pense qu'en fait c'est un format beaucoup plus grindy qu'il n'y paraît quand t'as le pitch. Et peut-être que c'est ça qu'il faudrait tuner pour la bonne expérience, c'est à quel point tu veux insister sur le côté grindy ou à quel point tu veux justement permettre des parties un petit peu plus explosives, un petit peu plus combo. À mon avis, il y a de la matière pour faire un petit peu ce que tu veux. Absolument, et puis il y a ce côté, quels vont être les archétypes en côté grind, en côté explosivité. Et c'est un des 3 cubes qui me donne certainement le plus envie d'aller le sliver et de faire une soirée autour. Mais moi, c'est évident que ça, à un moment ou à un autre, moi je veux jouer à ça. Moi c'est sûr que je veux jouer à ça. Ouais. Alors peut-être que je voudrais discuter de 2-3 petites choses avec David avant qu'on le joue pour la première fois, même si on pourrait en l'état juste pour voir. Ouais, déjà il y a Piling Salve. Alors qu'il y a Chaplin's Blessing 2 fois, non. Voilà, je suis d'accord, Mais du coup, je pense que oui, pour l'instant des 3 propositions, alors que pourtant on en a discuté longuement, je pense que, enfin la proposition de Baptiste, moi je la trouve hyper élégante et elle me rend hyper curieux. Ma proposition, j'aime beaucoup la projection que je fais de l'environnement réel que c'est. Elles sont toutes engageantes, mais pour là autant, il y a quelque chose. Ben oui, mais ça c'est unique. Enfin, il y a quelque chose. Ah ouais, là on va. Mais oui, c'est trop marrant en fait. C'est comme ces cubes où le principe c'est vous commencez avec 3 points de vie et il y a une bolt sur la stack qui cible chaque joueur. J'adore ce format. C'est un format de cube hyper rigolo. Ah, j'en avais jamais entendu parler. C'est hyper bien. Et en fait, ça existe en format un peu Battle Box où l'idée, c'est tu commences avec des cartes en main, la partie commence et puis tu joues les cartes que t'as, tu vois. C'est vraiment. Et en fait, tu sais que la partie elle va durer un tour, c'est tout parce que. Mais sauf que le joueur qui commence, je sais plus si c'est. Enfin bref, je sais plus, mais. Il doit y avoir trois parties à faire. Non, ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas. Il y a une personne qui a la mauvaise copie, celle qui la cible, qui est au-dessus sur la pile, et donc du coup c'est lui qui doit bouger le premier. C'est ça qui est super intéressant. Mais il y a plein de manières de répondre. Évidemment, tu peux rediriger le spell, contrer, etc. Il y a plein de trucs. Moi, c'est exactement le genre de format qui me fait rire. Là, moi, ce que j'aime bien, c'est que je pense qu'il y a plus de profondeur, même si évidemment il y a moins d'immédiateté. Il n'y a pas ce côté on lance la partie tout de suite, là faut drafter, faut réfléchir à une stratégie. Mais je serais surpris que ce soit pas hyper intéressant. Et ce thème fort, non seulement ça sera super intéressant, mais il y a un thème fort, comme pour le 100 Ornithopters, c'est qu'il y a quelque chose qui marque l'esprit. Il y a un coup de tampon sur cette idée-là qui fait que, allez, j'ai signé, je suis déjà préinscrit pour la fois où on le teste. Je trouve que David, il a complètement rempli le deal concernant sa copie. Le challenge, c'était il n'y a pas de créature. Il a dit « Ah ouais ?
Ah ouais, tu veux pas qu'on push les damage avec des bêtes? Bah y a pas de problème, moi je vais trouver une autre manière de le faire. Et avec la contrepartie, peut-être moi qui me questionne le plus, non seulement je vais caler des damages moins forts puisqu'ils sont pas récurrents, et en plus, je vais donner à l'ensemble des joueurs du cube beaucoup d'outils pour rendre la vie dure à ceux qui veulent jouer aggro. Donc ça, c'est peut-être ce côté à contre-courant, et on va devoir sortir les rames, qui peut créer une expérience de jeu dont je suis un petit peu dubitatif, comme quand on affronte un Hearts of gain de point de vie, il y a certains joueurs qui ont du mal à profiter de l'expérience. C'est peut-être, si on essayait de pointer un peu les limites et les défauts, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, je trouve, sur les autres propositions, parce que enfin, c'est plus sympa aussi d'être dans le positif et dire pourquoi la proposition elle est chouette. Tu vois, par exemple, je pense que la proposition de Baptiste, peut-être qu'il y a des archétypes qui sont plus forts que d'autres et qu'en fait, au bout d'un moment, le format il est solvable, ça c'est un risque. Peut-être que le problème de ma proposition, c'est que c'est possible de faire des games probablement extrêmement longues, extrêmement pénible, où en fait c'est très dur de gagner de l'avantage et d'arriver à passer des créatures en phase de combat, ça c'est possible, et où personne ne veut bouger, parce que si tu bouges en gros tu vas juste perdre ta bête, ça c'est possible. Par contre, je pense que si on essayait de regarder les défauts de la proposition de David, moi je pense que le plus gros défaut, c'est même pas des questions d'équilibrage entre qu'est-ce qui est le plus valable entre la stratégie agressive ou contrôle, c'est que je pense que l'expérience n'est pas du tout une expérience explosive à base de je te balance plein de balles dans la tête et tu meurs, et qui meurt le plus vite. Je suis convaincu que c'est une expérience un peu grindy et assez tactique, et que quand tu dis j'ai fait un cube avec 100 foudres dedans, tu t'attends pas à ça. Publicité mensongère, c'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, c'est une question de ne pas créer des fausses attentes chez tes joueurs. En tout cas, il faut combler leurs attentes. Et je pense que s'il y avait un gros défaut, ce serait, à mon avis, c'est le genre de cube où tu vas, même en prévenant tes joueurs, même en les en informant avant le lancement du draft, etc. Il y a des joueurs, ils vont pas se rendre compte à quel point l'expérience, elle va différer de leur projection. J'en suis convaincu. Ça fera des déçus. Moi, ça avait juste ma curiosité personnellement. Ouais, moi, ça me fait pas peur du tout de ce côté-là, pour le coup, et j'ai juste envie de voir à quel point c'est clivant dans l'expérience de ne disposer, d'avoir comme pilier principal de fin de partie, Bolt. Après, j'allais te dire, oui, mais c'est parce que toi, contrairement à moi, comme tu crées pas des jeux, t'as pas le côté les gens qui sont déçus devant toi, mais tu fais de l'animation, donc tu devrais voir ces situations tellement de fois où les personnes elles s'assoient à la table, elles pensent qu'elles vont jouer à un certain type de truc, et elles sont juste déçues parce que l'expérience est très éloignée de leur projection, tu vois. Alors, digression professionnelle, c'est l'inverse. Toi, en tant que designer, ton jeu doit parler pour toi avec l'autonomie des joueurs en face. Alors qu'en tant qu'animateur, mon but et mon métier, c'est de montrer aux joueurs tout ce qu'ils ne verraient pas nécessairement spontanément, et de les guider. Je suis là pour leur tenir la main. Et c'est en ça que mon rôle fausse peut-être un petit peu l'expérience des joueurs en festival de jeux, mais c'est aussi ce qui met en valeur des jeux, parce que les gens qu'on voit en festival de jeux, c'est des gens qui vont recommander ce jeu et qui vont eux-mêmes initier à d'autres et qui vont dire attention, tombe pas dans le panneau de penser que c'est un coop, ou que parce que c'est un coop, on va pas se tirer la bourre. Ah, c'est un faux coop, on va se trahir. Voilà. En tout cas, je trouve la proposition hyper chouette. Je pense vraiment qu'il y a un moment, il va falloir qu'on monte ce truc, parce que ça a l'air d'être un ovni absolument incroyable. Un OLNI, comme on dit, objet ludique non identifié. Enfin, en tout cas, bravo David. Moi j'adore. Je pense que si je devais voter, c'est ma préférée des trois. Voilà. Mais j'ai envie de jouer aux 3. Je ne choisirai pas. J'ai certainement plus de curiosité vis-à-vis du cube de David, mais j'ai envie clairement de jouer aux 3 et de se poser pour faire une soirée avec chaque cube. C'est dommage que normalement l'objectif c'était c'est pas besoin de les monter, pas besoin de les jouer, c'est juste. Et voilà, on est retombé dans le piège. C'est terrible. Moi personnellement, si on fait le bilan, je suis vraiment content, même s'il y a eu moins de propositions en quantité, je trouve vraiment pas qu'elles aient baissé en qualité. Et je suis super satisfait de. Au final, on a eu 3 positions très différentes dans l'approche, dans la réflexion, et je trouve ça trop cool. Et j'ai hâte de proposer le prochain Cube Challenge qui, j'espère, sera au moins aussi excitant. Tu sais déjà ce que tu vas nous proposer. Oui, mais vous qui nous écoutez, vous ne le savez pas.
Terminons cet épisode avec notre section Sous les radars, où l'on parle de cartes jouées dans moins de 1% des cubes sur Cube Cobra. Mathieu, de quelle carte souhaites-tu nous parler aujourd'hui ? Eh bien, j'ai envie de vous parler de Canal Dredger. Canal Dredger est joué dans 0,94% de tous les cubes inscrits sur Cube Cobra. C'est un 1-5 pour 4 qu'on va... C'est pas ouf pour l'instant. Non, mais en fait, je crois que c'est pas ça qui va compter. On va le drafter face visible et chaque joueur à la table va passer la dernière carte de son booster, non pas à son voisin de gauche, mais à la personne qui a le Canal Dredger devant lui. Bon, il y a une petite capacité pour la saveur qui permet de prendre une carte ciblée de son cimetière et de la remettre sous sa librairie. Oh, c'est thématique. C'est thématique, c'est le recyclage, hein. On est dans le fond des canaux et c'est bien sous les radars que ça se passe. Alors il y a des cartes qui sont moins sous les radars, qui sont dans la même édition et qui ont des capacités qui sont actives lors du draft et pas lors du jeu. Certaines très connues comme... Le Cogwork Librarian, évidemment, ça c'est le chouchou de tout le monde, celui qui permet de dire je le draft face visible et une fois que je l'ai, je peux drafter 2 cartes d'un seul coup dans le même booster et je le remets dans le booster. Il y en a d'autres aussi, il y a Agent of Acquisition qui permet de drafter tout le booster d'un coup et après vous ne draftez plus du booster en cours. Voilà. Lui, c'est un peu des mêmes. Hein. Oui, clairement, parce que il donne une expérience hyper particulière au draft. Canal Dredger, lui, donne une expérience différente parce que il dit pas « Ah, je veux prendre plus de cartes dans ce booster ». Donnez-les-moi, qui est un peu ce truc viscéral des deux autres. Je vais prendre le caca. Voilà, là, c'est pour ramasser ce qui reste, quoi. Mais, c'est au fond des canaux d'évacuation de Ravnica, vous imaginez bien que les Golgari, ils mangent pas des tartes aux fraises et que ce avec quoi vous allez avoir des avantages, en général cette carte, si on est 8 autour de la table, eh bien cette carte de plus, parce qu'il y a quand même la vôtre qui vous revient, eh bien il va falloir en faire des belles choses. Mais encore faut-il avoir pour ça une utilité. Et c'est ce qui m'intéresse parce que dans un cube, la présence de cette carte dans un cube apporte un regard très visible de ce que les joueurs vont considérer soit comme des mauvaises cartes ou des cartes qui ne les intéressent pas, qu'ils trouvent inutiles au point même de les passer à l'un de leurs adversaires. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de cartes qui permettent effectivement de mettre en valeur les pics des joueurs à un moment de la partie, encore moins les derniers pics, à part le petit commentaire. Quoi, ça c'est un dernier pic ? Oui, ça c'est à part à demander à vos joueurs de lister leur first pick, leur dernier pick, c'est pas une information que vous aurez facilement. C'est vrai que cette carte-là, pour la personne qui l'a draftée, littéralement, elle saura c'est quoi les dernières cartes qu'elle a récupérées. Quand on draft à 8, d'ailleurs, je serais presque partisan d'avoir des boosters de 16 cartes, simplement pour que la wheel soit quand même... que le nombre de cartes qu'on va voir et passer au total, malgré le Canal Dredger, soit respecté. Je te vois interrogatif dans tes yeux. Oui, parce que ça force les gens à changer la taille de leur cube, etc. Et c'est pas forcément quelque chose... moi, j'aime bien proposer en général des solutions qui aident les gens à juste... vous pouvez mettre cette carte dans votre cube, peu importe le contexte. Quoi. Oui, en 361e par exemple, si on veut, puisque quand on avait préparé ce petit sous les radars, j'avais mis en avant l'utilisation aussi de cette carte pour s'appuyer sur les joueurs de la table pour qu'ils mettent en avant des cartes qui finalement pourraient fort bien être coupées, alors pas parce qu'elles ne seraient pas utiles dans le cube, mais parce que les gens votent avec leurs pieds en s'éloignant de ces cartes-là et qu'ils les envoient au canal, quoi. Le truc qui est un petit peu toujours délicat, donc moi je l'avais testé, j'ai beaucoup testé justement les différentes conspiracies, les différentes cartes qui servent pendant le draft, et celle-ci, j'en avais pas été 100% satisfait. Premier défaut que j'avais eu, c'était dans des cubes avec des power levels assez even, des power bands assez étroites, c'est-à-dire où l'écart entre la meilleure et la plus faible carte du cube est assez réduit. En fait, les joueurs ils se retrouvaient quand même avec des pools avec beaucoup de cartes qui étaient très fortes, et moi je trouvais pas ça incroyable le fait de dire il y a un joueur, il va avoir un pool beaucoup plus gros, surtout s'il l'a en premier booster. Alors peut-être qu'il faudrait rater la carte. Alors on peut très bien considérer que d'un booster à l'autre, on le retourne. Comme ça, on ne récupère que cette carte de plus, dans son pool. Exactement. Peut-être qu'il faudrait que ça marche que pour le booster en cours, mais au-delà de ça, c'est vrai que déjà, j'étais pas hyper fan de ce côté-là, même si parfois ça permet de récupérer la fameuse 3e carte qu'on aurait voulu dans un booster qu'on aurait vu que 2 fois. Ça, c'est vrai. Moi, je pense que ce qui m'ennuie un petit peu avec ce que tu dis, même si je pense que j'y vois complètement l'utilité, c'est qu'il faut faire attention dans le sens où j'ai vu tellement de fois des personnes
dans une dynamique où elles évaluent mal les cartes dans le cube parce que c'est des cartes qu'elles connaissent pas, c'est des cartes qu'elles aiment pas jouer, des couleurs qu'elles ont tendance à bouder, etc. Voire même parfois des cartes qu'elles ont juste pas reconnues. Hein. C'est terrible. Il y a des gens, c'est un artwork différent. Ils se sont même pas rendus compte que c'était leur carte préférée. Ah, j'en fais partie. Je ne peux pas reconnaître un Skull Clamp from the Vault. Non, pas From the Vault. Secret Lair. Secret Lair, oui. La partie de Magic que je boycotte encore plus que les Universes Beyond. Il faut pas. Franchement, ça aurait pu être incroyable. On en parle dans notre dernier épisode du Maître Cube avec Team. Mais globalement, voilà, il y a des choses que je trouve un petit peu embêtantes, mais c'est vrai que parfois ça donne des choses un petit peu folles où tu as des sortes de gemmes cachées qui arrivent en fin de booster. Je comprends complètement pourquoi la carte elle peut être un petit peu fun à jouer. Et d'ailleurs, les joueurs aimaient bien jouer avec. Moi, c'est plus moi qui aimais pas trop ce que ça générait dans mon draft. Mais ça prouve bien que dans l'absolu, c'est fun de récupérer des cartes en fin de booster. Hein. Et puis peut-être que ça s'adresse pas à tous les cubes, c'est-à-dire qu'effectivement, quand tout est bien dans les cadres et que chaque carte a son slot et qu'en gros la courbe d'évolution du cube est plutôt mature, peut-être qu'il a moins sa place à ce moment-là. C'est vraiment, pour moi, la carte qui est là pour vous montrer les diamants dans la boue. Moi, la carte dont je voulais vous parler, c'est Tresse de Feu ou Braid of Fire. Alors c'est une vieille carte, c'est un petit enchantement rouge pour 2 mana et il est joué dans 0,46% des cubes, soit 1621 cubes sur Cube Cobra. Pour 2 mana dont un rouge, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez un enchantement qui fait littéralement rien. Voilà, c'est-à-dire que dessus, il n'a pas de capacité, il n'a pas d'effet. Il a juste un entretien cumulatif. Et c'est quoi l'entretien cumulatif ? C'est au début de votre entretien, vous allez mettre un marqueur âge sur la carte. Et ensuite, vous allez devoir payer l'entretien cumulatif, qui dépend de la carte. Hein. Ça peut être 1 mana, 2 mana, ça dépend de ce que vous devez faire. Il y a des entretiens cumulatifs où c'est sacrifier une créature. Et vous allez devoir payer cet entretien pour chaque marqueur âge sur la carte. Ce que ça veut dire, c'est que au bout de 3 tours, vous devez le payer 3 fois, donc ça devient prohibitif. Et évidemment, la règle, c'est si vous ne pouvez pas le payer, vous devez sacrifier le permanent. Donc là, vous vous dites, attends, mais c'est un enchantement qui fait rien, et en plus, c'est un enchantement qui a un défaut. Non mais elle est où l'arnaque ? C'est que cet entretien cumulatif, il est un petit peu marrant parce qu'il ne vous demande rien de payer. En fait, cet entretien cumulatif, il ajoute un mana rouge à votre réserve. Ça veut dire que c'est une carte qui va ajouter 1 mana, puis 2, puis 3, et ainsi de suite. C'est une vieille carte, je sais que t'aimes bien les vieilles cartes, donc oui. Forcément tu dois être content de l'avoir ici. Alors je suis d'autant plus content que c'est un petit clin d'œil. J'ai ouvert des boosters Cold Snap au moment où ça sortait, hein, c'est dire. Mais j'ai aussi ouvert des boosters Ice Age au moment où ça sortait. Et l'entretien cumulatif, c'était une des nouvelles capacités qui était dans le bloc Ice Age, enfin dans Ice Age, puis dans Cold Snap en clin d'œil. Et il y a une carte en particulier qui demande un entretien cumulatif qui s'appelle Mystic Remora. Et qui, si on arrive à la faire tenir longtemps sur le board, il y a des chances que la partie soit un petit peu déséquilibrée. Et du coup, là, l'idée, c'est ça paye pour Mystic Remora. Est-ce que la vie, elle est pas belle ? Le truc, c'est que cette carte, elle avait plusieurs défauts. Déjà, premièrement, quand elle est sortie, il y avait une règle qui s'appelle la brûlure de mana. C'est vieux, ça ? Oui, ça veut dire que si vous payez pas votre mana, et quand il quitte votre réserve parce que vous changez de phase, donc ce mana il est vidé de votre réserve, vous perdiez 1 point de vie par mana non dépensé. Donc la contrainte c'était il va falloir que je l'utilise ce mana, sinon je vais me brûler les doigts. Déjà cette règle elle a disparu. Donc on est passé d'une carte qui était pas loin d'être injouable à une carte qui maintenant elle peut avoir des vraies utilités. Le gros autre défaut de la carte, le vrai défaut, c'est que ce mana, vous l'avez pendant votre entretien. Et donc, si vous avez bien suivi, ce mana, vous ne pouvez pas l'utiliser pendant votre phase principale. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous en servir pour jouer des sorts en tant que rituel. Et oui, parce qu'on vide les réserves de mana à la fin de chaque phase. Mais le truc, c'est que ce mana, il peut vous servir de plein de manières différentes. Et on en revient à, je rappelle, c'est un enchantement pour 2 mana qui peut produire très rapidement une quantité de mana importante. En 3 tours, elle aura déjà produit 6 mana, donc elle est bien plus que de s'être remboursée. En 4 tours. Oui, mais bon, le tour après, le tour où tu l'as joué, voilà, sinon ça triche. Et donc, Braid of Fire, c'est une carte qui va venir récompenser les games un petit peu grindy, les games un petit peu longues, où elle va pouvoir rester longtemps sur le board. Notamment parce que, on va pas se mentir, c'est un top deck absolument horrible. Voilà. Abyssal. Vous ne voulez pas top deck Braid of
Fire. Mais, Si, pour pitcher sur Fury. alors, je voudrais pas être mal poli, mais si dans votre cube vous avez et Tresse de Feu et Fury, vous vous êtes peut-être trompé d'endroit. Voilà, c'est Mais possible. l'avantage, c'est aussi qu'on va pouvoir cast des évocations avec le mana Bah de ouais, mais Braid. il faudrait qu'elles aient le flash et Fury ça a pas le flash. Non, mais Solitude, oui. Du coup, si on regarde, comment est-ce qu'on peut dépenser ce... Oui, mais on va couper cette partie. Non, tu sais pas, peut-être que je la garderai au montage. Si on regarde comment on peut dépenser ce mana, donc déjà premièrement, il y a tout ce qui va demander effectivement des coûts d'entretien, l'entretien cumulatif mais pas que, ça c'est la manière dont la carte elle a été pensée. Vous avez l'autre manière évidente, ça va être l'utiliser pour jouer des éphémères, des cartes que vous allez pouvoir jouer pendant votre entretien. Par exemple, Lightning Bolt, formidable. Et d'ailleurs même... Voire même un Lightning Bolt, puis 2 Lightning Bolt, puis 3 Lightning. Moi, j'encourage Braids of Fire dans le cube de David, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. David, si tu nous entends, frappe 3 fois. Vous pouvez même vous en servir pour jouer des éphémères qui sont pas rouges. Si vous avez un Factor Fiction et que vous avez 3 mana rouges donnés par votre Tresse de Feu, vous payez un petit mana bleu et puis ça vous permet de faire votre Factor Fiction pour un seul mana au lieu de 4. Franchement, c'est pas mal. Ah, moi, je signe. Hein. Il y a plein d'utilités déjà sur les instants, mais le truc qui va le plus nous intéresser, c'est que tu peux t'en servir pour activer des capacités, Jamie. Des capacités, il y en a plein. Si tu regardes par exemple le Vintage Cube, en fait, des cartes avec des très très bonnes capacités activées, il y en a déjà plein, et vous n'avez pas besoin de modifier votre cube énormément pour avoir des cibles. Mais c'est quoi une capacité activée, Jamie? Une capacité activée, c'est très simple. Ça vous demande simplement sur votre carte de dépenser du mana, par exemple, ou parfois d'autres choses, pour pouvoir faire une capacité. Vous pouvez potentiellement le faire autant de fois que vous voulez si c'est pas écrit le contraire. Par exemple, prenons la capacité d'Urza, Grand Seigneur Artificier. Oups. Une bonne carte magique. Il a une capacité activée. Cette capacité activée, elle demande du mana générique. Il en faut 5. Tresse de Feu, elle va pouvoir venir nourrir cette capacité. Même s'il le fait déjà un petit peu bien tout seul. Vous avez tout ce qui va être les cartes qui se recyclent. C'est-à-dire si vous voulez recycler un Triome, recycler avec votre troll de Khazad-dûm, etc. pour aller chercher votre land. Tout ça, c'est du mana que vous n'aurez pas à dépenser pendant votre phase principale. Vous avez des tricks hyper rigolos avec par exemple Candelabra, où vous allez pouvoir vous en servir pour potentiellement, si vous êtes sous Winter Orb, vous dégagez vos landes. Et comme ça, on s'amuse. On est quand même sur une petite combo à 3 cartes là. Oui, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que des interactions, il y en a plein. Et surtout, le truc auquel on a tendance à ne pas penser, mais qui en fait est hyper répandu, c'est qu'il y a des petits trinkets artefacts qui sont vachement répandus depuis quelques tours dans Magic. Notamment, il y en a, ça s'appelle des indices. Et 2 mana pour piocher, c'est un petit peu cher, mais quand c'est Tresse de Feu qui fournit le mana, c'est vachement mieux. Du coup, votre Tireless Tracker, elle se transforme quand même vachement en Landfall Draw Card, si je puis me permettre. Pour le coup, c'est plus attrayant. Hein. J'avoue que si j'ai pas besoin de payer le coût de mes indices, je suis content. Et pour moi, ça, c'est un témoignage de comment cette carte, elle peut facilement s'adapter dans un environnement. Mais il y a des cartes qui, avec des guillemets, combattent avec Tresse de Feu. Et moi, c'est ça que j'adore. Si vous regardez des petites cartes comme Tyran des Lignes Ley, et il y en a d'autres des cartes qui font la même chose, mais Tyran des Lignes Ley, c'est un petit dragon pour 4 mana, et dessus, il y a écrit « Le mana rouge ne se vide pas de votre réserve quand les phases et les étapes se terminent. » Ce que ça veut dire, c'est que si vous avez ça en jeu, vous générez du mana pour votre entretien, et il se transfère jusqu'à votre phase principale, et vous allez pouvoir vous en servir pour jouer tous vos spells. Mais si on la nettoie pas, la réserve de mana, elle va devenir toute sale. L'idée, c'est qu'une fois que vous avez fait ça, là, vous avez réussi, vous avez hacké le game et votre Tresse de Feu, elle fait du vrai mana sonnant et trébuchant. Avec lequel tu vas pouvoir jouer des rituels et des créatures. Exactement. Bon, alors les créatures, on les joue pas dans les cubes qu'on a vus, mais par contre, ce mana, il pouvait déjà servir à animer les landes animables, les Jade Statue, tout ça. Exactement. C'est ça, moi, que j'adore. Et des cartes comme ça, en plus, maintenant, il y en a plein. Il y a la Sandreline de MH3, Sandreline Danseuse des Flammes. Il y a Electro, le nouveau méchant de Spider-Man. Il y a même Omnat Locus of Fall qui convertit votre mana non dépensé en mana noir. En fait, des cartes comme ça, il y en a plein. Et je dis pas qu'elles se valent toutes, qu'elles sont toutes fortes, mais il y a des gens qui aiment pas les combos dans les cubes, tu vois. Et moi, ce que j'adore avec Tresse de Feu, c'est que c'est une carte qui va parfois te donner le sentiment que tu as eu cet effet combo, mais pas d'une manière où c'est bon, j'ai gagné la partie. C'est juste, j'ai activé ma synergie et maintenant ma carte elle est vachement plus forte. Du coup, pour toutes les personnes qui détestent les combos parce qu'ils aiment pas le Oops I win, en fait, moi je vous recommande d'essayer des cartes comme Tresse de Feu. Ça peut vous réconcilier avec la sensation de combo, c'est-à-dire le sentiment de dire
bah, en fait ma carte, je l'ai associée avec une autre, avec une synergie tellement forte que là maintenant ma carte, elle fait plus du tout la même chose. Parce qu'en fin de compte, c'est ça. Une combo, c'est juste une synergie poussée à son paroxysme en fait. Et puis, il y a un côté aussi, une fois que la combo est associée, est assemblée avec Tresse de Feu, quand est-ce qu'il va piocher son énorme truc le Lurgoyf arrive, Hans, cours, ça arrive. Et moi je dis petite boule de feu et on n'en parle plus. Oui, alors là, pour le coup, on arrête la partie à ce moment-là, surtout s'il y a une grosse tresse de feu. Et si tu as pioché les cartes dans l'autre sens, ben finalement, C'est moins bien dans l'autre sens. c'est des voilà, choses mais- qui arrivent. En tout cas, essayer Tresse de Feu, c'est une carte hyper élégante. Moi, c'est peut-être une des choses que j'aime le plus avec la carte, c'est que c'est une carte hyper élégante. Le design est hyper simple, il n'y a quasiment pas de texte. Et en fait, il y a plein de choses qu'on peut faire avec cette carte. Alors, évidemment, c'est pas une carte d'un power level complètement dingue. Vous n'allez pas mettre ça dans le Vintage Cube. Mais par contre, si jamais vous aimez bien les petites combos astucieuses, bah moi je trouve que c'est une carte hyper marrante avec laquelle jouer. Voilà. Et son petit truc que tu m'avais mis dans l'œil en parlant de la carte avant d'enregistrer cet épisode, c'est que c'est une messe rouge lente. Et qu'elle va faire effectivement 3 manas en 2 tours pour 2 manas. C'est un champ bouillonnant, c'est un moins bon champ bouillonnant, mais c'est surtout un champ bouillonnant qui va C'est un rite de flamme en fait là, actuellement. Oui, on passe de rite de flamme à champ bouillonnant et ça va snowball. Comme une créature snowballerait en faisant des dégâts récurrents. Oui, c'est ça. C'est ça, de la même manière que votre créature, vous avez envie qu'elle reste en jeu pour qu'elle fasse des trucs, mais en fait, Tresse de Feu, c'est pareil. Le fait de dire que votre Tarmogoyf, il a besoin de rester sur le champ de bataille pour faire des trucs, ça ne vous dissuade pas de jouer Tarmogoyf, de la même manière que cela ne vous dissuade pas de jouer Tresse de Feu. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Cet épisode du Maître Cube vous a été présenté par Lucas Forlacroix, ainsi que par Mathieu. Merci Mathieu d'être venu discuter avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir reçu. La musique est produite par Léa Ikash, les visuels sont réalisés par Ophélie Pimbergris, le jeu de cartes Magic l'Assemblée est produit par Wizards of the Coast. Continuez de jouer à Magic, continuez de cuber, et à bientôt pour un nouvel épisode du Maître Cube.